Réparer la nature. Ramener la vie sauvage dans des milieux dévastés par les activités humaines, c'est l'audacieux défi que des hommes et des femmes ont décidé de relever un peu partout sur la planète. Dans les grandes prairies sud-américaines, les plaines du Kalahari et le bush africain, des équipes de scientifiques se mobilisent pour sauver des milieux naturels que l'on croyait perdus à jamais. La réserve de Tswalu revient de loin. Durant plusieurs décennies, l'élevage intensif et la chasse aux trophées ont dévasté ces terres sud-africaines et anéanti la faune sauvage. La région a frôlé le désastre écologique, mais grâce à un important programme de restauration des écosystèmes, la situation a changé. Aujourd'hui, élans, zèbres et autres grands herbivores ont été réintroduits avec succès. Les équipes de la réserve de Tswalu déploient désormais tous leurs efforts pour rétablir les populations de lions et de lycaons. La réserve naturelle de Tswalu se situe dans la province du Cap-Nord, tout près de la frontière avec le Botswana. Elle s'étend sur 1000 km² dans la partie sud de la grande zone aride du Kalahari. En langue tswana, Tswalu signifie « nouveau départ ». En 1998, le destin de cette terre a pris un nouvel élan sous l'impulsion de Nicky Oppenheimer. Ce riche homme d'affaires sud-africain décide de racheter une réserve de chasse et au fil du temps, acquiert une trentaine de fermes pour les démanteler et ramener la vie sauvage. Depuis, Gus van Dijk, le directeur de la conservation de Tswalu, conduit l'ensemble des opérations. Tswalu est un projet de conservation qui s'est développé sur ces 20 dernières années. La première étape dans la restauration d'un habitat naturel consiste à lui donner de l'espace pour qu'il puisse se rétablir, se régénérer. Pour libérer les terres morcelées, il a fallu démonter plusieurs centaines de kilomètres de clôtures. À mesure que Tswalu a grandi, et avec l'acquisition de nouvelles terres, ces clôtures qui étaient des barrières pour la vie sauvage tombent. Et c'est tout l'écosystème qui respire et retrouve peu à peu un second souffle. Aux côtés des herbivores et des grands prédateurs, des espèces rares et vulnérables profitent du renouveau de Tswalu, comme l'étrange oryctérope, le mystérieux pangolin et leurs voisins, les suricates. Tswalu s'inscrit dans une démarche de protection et de restauration des habitats naturels connue sous le nom de rewilding. Chaque étape de ce long processus nécessite l'expertise de spécialistes de la faune et de la flore. Tanya Anderson, botaniste, s'intéresse à un terrain récemment acquis par la réserve. Elle surveille la régénération des sols endommagés par le surpâturage et le piétinement de milliers de sabots. Notre travail à Tswalu consiste à suivre l'évolution de la végétation sur le long terme pour voir comment le veld se régénère. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur un ancien point d'eau qui avait été construit il y a de nombreuses années et qui a été comblé il y a 2 ans. Au bout de 2 ans, on constate que très peu de plantes sont de retour. Celle-ci est une hélichrysome, une petite plante annuelle, l'une des premières à repousser sur les terrains dénudés. C'est ce qu'on appelle une plante pionnière.
Petit à petit, la zone revit, de plus en plus d'espèces s'installent, l'herbe repousse. On commence alors à retrouver l'équilibre qui existait dans les parties du Veld qui n'ont pas été endommagées. Finalement, il y aura beaucoup plus de nourriture et d'abris pour les animaux sauvages. Grâce aux efforts entrepris, ce milieu semi-aride est en train de renaître. Ici, l'eau est rare. Il n'existe aucune rivière, mais Tsoalou bénéficie de précipitations 2 fois plus importantes que d'autres parties du Kalahari. 250 mm de pluie arrosent ces terres assoiffées chaque année. Ce n'est pas beaucoup, mais cela permet à la flore de s'épanouir. Et quand les premières plantes se réinstallent, c'est tout un cycle qui se met en place. La végétation ralentit le ruissellement et permet ainsi à l'eau de pénétrer dans le sol. En quelques années, l'immense Veld couvert de graminées, de buissons et de petits épineux se reconstitue. Les élans du Cap, les oryx et les grands koudous reviennent brouter dans ces nouvelles prairies. Leurs excréments fertilisent la terre, disséminent des graines et stimulent la régénération du couvert végétal. Devant cette nouvelle dynamique, les responsables de la réserve ont également décidé d'introduire des espèces d'herbivores menacées. Depuis une quinzaine d'années, un secteur dépourvu de prédateurs est consacré à l'élevage d'antilopes géantes, les hippotragues noirs. Les grands mâles dominants ne tolèrent aucun rivaux sur leur territoire. Ils veillent vigoureusement sur leur harem d'une quinzaine de femelles et de petits. Leurs longues cornes incurvées sont redoutables. Elles peuvent atteindre 1,60 m. Les duels sont fréquents, violents, mais rarement mortels. Arrivés à la même époque que les hippotragues, les très rares zèbres de Hartmann sont passés de 60 à plus de 200 individus aujourd'hui. Autrefois cantonnés dans un secteur isolé de l'ancienne réserve de chasse, les girafes parcourent à nouveau les grandes étendues de Veld en quête d'acacias. Tsoalou reprend peu à peu son visage d'antan. Ici, on a des ongulés, des herbivores et d'autres antilopes qui se nourrissent de feuilles et de graminées. Il y a une grande diversité d'espèces dans le Kalahari. Des petites antilopes qui grignotent les feuilles des buissons, aux immenses girafes qui se nourrissent à la cime des arbres. C'est cette diversité qui fait que le Kalahari est si spécial. Au cours du processus de restauration, nous avons fait en sorte que toutes les espèces d'ongulés et d'herbivores soient de retour dans leur écosystème et trouvent un équilibre naturel dans leur habitat avec leurs prédateurs. Au fil du temps, les herbivores colonisent l'ensemble de Tsoalou. Leur population prospère et s'étoffe rapidement. Gus Van Dyck et ses équipes ont donc décidé de passer à l'étape suivante et de réintroduire de grands prédateurs afin que Tsoalou trouve un nouvel équilibre.
Ils ont choisi de commencer par des populations de lions et de lycaons. Ce matin, Roxane Collins, spécialiste des carnivores, part en mission dans le secteur de l'Eraba. Cet espace clos et électrifié de 20 000 hectares dédié aux lions est séparé du secteur de Koranaberg où vivent les lycaons. Swallow est une réserve unique en son genre, car elle est divisée en deux parties. Je me trouve dans la partie est de la réserve. Ce secteur s'appelle l'Eraba. Les lions sont les super prédateurs de ce côté de la réserve. Il y a 22 lions ici. Il s'agit de lions du Kalahari. Pour résumer, je cherche à mesurer l'impact des lions sur les petits prédateurs dans ce secteur pour le comparer à celui des lycaons et des guépards de l'autre côté de la réserve, dans le secteur de Koranaberg, où ils remplissent le rôle de super prédateurs. Ce sont des traces de lions. Depuis 2001, Swallow participe avec d'autres réserves à un programme d'échange et de sauvegarde des lions du Kalahari, dont il reste moins de 1000 individus. Voilà les empreintes. On peut voir 1, 2, 3, 4 empreintes de coussinets et toute la patte. Elles vont toutes dans cette direction, si on veut les suivre. Roxane est sur les traces de 2 mâles, réintroduits en 2011. Reconnaissables à leur crinière brune, les lions du Kalahari sont adaptés à cet environnement semi-aride. Ils possèdent des pattes plus longues que leurs cousins de la savane. Leurs coussinets plus larges leur permettent de se déplacer plus facilement dans le sable. Ils sont surtout capables de supporter des températures extrêmes. Et voilà les 2 mâles. Ce sont 2 frères qui rendent souvent visite à plusieurs clans de femelles. Dans une chaîne trophique, les superprédateurs n'ont pas seulement un impact sur les grands ongulés, ils affectent toute la chaîne alimentaire, jusqu'aux petits mammifères et même la végétation qui les entoure, car ils exercent ce que l'on appelle un contrôle de haut en bas sur tous les étages inférieurs de la chaîne alimentaire. En s'attaquant aux grands herbivores, lions et lycaons limitent leur prolifération. Mais ils peuvent aussi s'en prendre à d'autres prédateurs. Roxane Collins veut mesurer leur impact sur les plus petits carnivores qui sont revenus d'eux-mêmes à Swallow, comme les otocions, les chacals ou les genettes. La chercheuse a décidé d'installer des caméras afin d'enregistrer leur passage et vérifier quel type de prédateurs partage le territoire des lions ou celui des lycaons. Il faut placer la caméra à 75 cm du sol, car les prédateurs que je veux filmer ne sont pas beaucoup plus grands que ça. La caméra va enregistrer tout ce qui bouge jusqu'à 25 mètres de distance. Les pièges photographiques sont le meilleur moyen de déterminer la quantité de prédateurs et leur diversité. C'est le moyen le moins invasif pour les observer dans leur milieu naturel sans les effrayer ou modifier leur comportement. Une autre façon de mesurer la présence de carnivores est de comparer la quantité et la diversité de proies présentes dans chaque secteur.
Alors on prépare le piège de cette façon. Il y a une petite trappe au fond et quand la souris s'engage dans le piège, la trappe se referme et ça ne la blesse pas du tout. Je capture de petits mammifères dans le cadre de mes recherches sur les prédateurs de taille moyenne comme les chacals à chabrac, les renards du Cap ou les autocions. Leur régime alimentaire est principalement constitué de rongeurs comme les gerbilles, les souris, les rats, les senguis ou les musaraignes. Cette étude permettra d'estimer le nombre de petits carnivores indispensables au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire, car dans ce milieu clos, les superprédateurs pourraient les éradiquer. De l'autre côté de la réserve, dans le secteur de Koranaberg, Gus Van Dyck part à la recherche des lycaons. Il suit quotidiennement cette meute composée d'une vingtaine d'individus. Gus les a placés sous haute surveillance. Bien qu'équipés de colliers émetteurs, les lycaons ne sont pas faciles à repérer. Ils peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour dans cette section de la réserve, 3 fois plus étendue que celle des lions. Les lycaons n'existent qu'en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6 000 à l'état sauvage. Cette meute est d'autant plus précieuse que les précédentes tentatives de réintroduction ont échoué. La décision de réintroduire des lycaons a été l'une des dernières étapes de restauration de la vie sauvage du Kalahari. L'histoire de cette meute est très intéressante. Il y a 4 ans, nous avons introduit une meute de lycaons à Tswalu. Et pendant quelque temps, elle a prospéré. Dès la première saison, ils se sont accouplés et ont eu des petits. Et puis la saison suivante, juste avant de nouvelles naissances, la maladie de Carré, un virus qui s'attaque principalement aux canidés, s'est abattue sur eux et les a littéralement décimés. Il n'est resté que 5 individus, 5 mâles qui s'étaient dissociés de la meute à cette époque. En 2017, une réserve privée du KwaZulu-Natal a cédé 4 femelles pour reformer une meute à Tswalu. Les lycaons incarnent la vie sauvage africaine la plus authentique. Ils ne survivent plus que dans des zones particulièrement vastes et isolées. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement menacés. En Afrique, les grands espaces de protection de la faune deviennent plus rares. À cause de la pression humaine, ils croisent des hommes, attrapent des maladies et leur proie se raréfie. Cette meute représente l'ultime espoir pour l'espèce dans cette région du Kalahari. Elle se porte bien, mais Gus a remarqué qu'il manque la femelle alpha. Son absence est préoccupante, car elle assure la cohésion et la pérennité du groupe. Gus va tenter de la retrouver avant la tombée de la nuit. Les lycaons ont flairé une proie. Leur tactique de chasse est bien rodée. La meute se déploie pour l'encercler. Ce phacochère a peu de chances de s'en sortir.
Les lycaons sont réputés pour être les plus féroces des carnivores. Ils se passent souvent même de toute mise à mort. Et leur taux de réussite à la chasse est bien supérieur à celui des lions. Chercheuse à l'université de Witwatersrand de Johannesburg, Wendy Panaino surveille l'évolution de ce milieu naturel encore en convalescence. Elle s'intéresse particulièrement à une étrange créature couverte d'écailles, le pangolin terrestre du Cap. Car quand le pangolin se porte bien, c'est que l'écosystème va bien lui aussi. On parle d'espèces bio-indicatrices. Le pangolin est en voie de disparition. C'est l'animal le plus braconné au monde. Le voir prospérer à Tswalu serait donc une immense victoire. Nous partons sur leurs traces tôt le matin pour être sûrs d'avoir des empreintes fraîches, sans que personne n'ait marché ou roulé dessus. En plus, le vent souffle pas mal durant la journée et on peut perdre leurs traces. Alors plus tôt on commence et plus on a de chances de trouver des traces fraîches sur le sol. Retrouver la trace de cet animal nocturne qui passe ses journées enfouies sous terre est un véritable jeu de piste. Il y a des traces qui traversent la route. On va les suivre et avec un peu de chance, elles vont nous mener à un terrier. La traque est rarement fructueuse, car un pangolin possède une dizaine de terriers dispersés sur un territoire d'environ 6 km². C'est toujours sympa lorsqu'on suit des traces de tomber sur l'endroit où il a cherché de la nourriture. On voit bien où il a creusé. On peut voir les empreintes de sa queue par là. Oui, c'est sympa. La biologiste prend soin d'enregistrer la position GPS. Elle reviendra à la tombée de la nuit pour essayer de surprendre le pangolin à la sortie de sa tanière. Gus Van Dyck n'a pas réussi à capter le signal du collier de la femelle alpha. Il espère qu'elle est tout simplement cachée dans son terrier. Les lycaons ont tué une femelle koudou. On dirait qu'ils l'ont tuée tôt ce matin. Il ne reste presque plus de viande. Il n'y a plus que le squelette et la peau. Les lycaons doivent être quelque part dans les parages, à l'ombre. Ou alors ils sont peut-être partis boire, après avoir tué un animal aussi gros. Les estomacs sont pleins et toute la meute a l'air vraiment satisfaite. Tswalu est important pour la préservation de l'écosystème et pour qu'il y ait encore des endroits où les animaux peuvent chasser, où les charognards peuvent toujours trouver de la nourriture, comme cette hyène brune qui vient se nourrir ici. Tout cela représente un énorme succès pour Tswalu. Contre toute attente, un charognard est en train de faire son grand retour dans la région. La hyène brune, une espèce en voie de disparition. Les hyènes brunes en particulier sont capables de briser les os et de s'en nourrir. Le retour de ces hyènes à fourrure est un espoir incroyable pour la sauvegarde de cette espèce, dont il reste moins de 8000 individus. Un peu partout en Afrique, les hyènes sont victimes des éleveurs qui n'hésitent pas à empoisonner des carcasses pour éliminer prédateurs et charognards. Cette carcasse telle qu'elle se trouve là va nourrir des dizaines d'espèces dans les prochains jours. Depuis la réintroduction des lycaons et des lions, de nouveaux amateurs de charognes sont de retour dans le ciel de Tswalu. Linda Van Den Iver, ornithologue de BirdLife South Africa, veut s'assurer qu'ils sont ici en sécurité. Les vautours sont en danger. 4 espèces sur les 9 que l'on trouve en Afrique du Sud sont en danger critique d'extinction. Cet oiseau mal aimé est l'un des acteurs essentiels de la région.
Les vautours rendent sans aucun doute l'un des plus importants services environnementaux au monde. Aucun autre animal ne peut nettoyer une carcasse aussi vite qu'eux. Ils peuvent très rapidement la dépouiller de sa chair et éviter ainsi la propagation de maladies qui se répandent avec la décomposition des carcasses, comme l'anthrax. Ils rendent aussi l'environnement plus propre et plus agréable. Personne ne veut de carcasses qui pourrissent un peu partout. Les vautours rendent ce service gratuitement. Tout écosystème équilibré a besoin d'un bon charognard. Linda inspecte les anciens abreuvoirs pour vérifier qu'ils ne présentent aucun danger de noyade pour ces grands rapaces. Contrairement aux croyances populaires, les vautours sont en fait très propres et se baignent quotidiennement. Ce réservoir est sans danger pour les vautours. Cette structure qui a été construite est une sorte d'escabeau en fer ou en acier recouvert d'un filet. Ce filet est très important car il peut servir de perchoir aux vautours et ne sera pas couvert d'algues. Ils peuvent ainsi sortir de l'eau plus facilement. Linda poursuit son inspection de la réserve. Elle veut s'assurer que toutes les précautions ont été prises pour éviter que les grands rapaces ne se blessent ou soient tués. C'est ce qui s'appelle du courant triphasé. Les 3 câbles parallèles sont sous tension. Alors si le vautour se pose au milieu, étend ses ailes et touche en même temps les 2 autres câbles, cela ferme le circuit, le courant passe à travers lui et l'électrocute. Pour éviter de tels incidents, les équipes de Tswalu ont installé des gaines isolantes sur les câbles se trouvant à la jonction des poteaux électriques. Tswalu semble être un lieu d'approvisionnement en nourriture important pour les vautours oricoux et les vautours africains. Il y a un couple d'oricoux dans la réserve et je pense qu'il est sûrement en train de construire son nid. Au vu de ces premières conclusions, Linda pense que Tswalu pourrait devenir la première aire de conservation des vautours en Afrique du Sud. Sauver ces nettoyeurs, c'est aussi protéger toutes les autres espèces. Car ils réduisent grandement les risques de propagation de maladies à la faune sauvage et à l'homme. Wendy Panaino doit s'armer de patience. Comme chaque soir, les timides pangolins attendent l'obscurité la plus totale pour s'aventurer à l'extérieur. Le bruit de leurs écailles les trahit immanquablement. Ok, n'aie pas peur, tu ne crains rien. Je peux pas l'affirmer, mais je pense que c'est une femelle. Avec son armure d'écailles et sa démarche de T-Rex, le pangolin aurait pu avoir sa place parmi les dinosaures. C'est pourtant bien un mammifère, et non un reptile. À la moindre menace, il s'enroule sur lui-même pour protéger les parties du corps les plus vulnérables. Mais cette fois, c'est inutile. La pose d'un émetteur sur une écaille est absolument indolore.
Pour mon étude, 6 pangolins ont été marqués afin que je puisse suivre certains individus. Ça va me permettre de vraiment comprendre les détails intimes de leur vie. Les 6 pangolins ont été choisis car ils sont représentatifs de la population de Tsoalu. Nous avons besoin de quelques sujets supplémentaires pour poursuivre notre travail ici. Suivre les pangolins durant leur partie de chasse permet d'évaluer l'état de la microfaune essentielle à l'équilibre écologique des sols. Les pangolins ont une alimentation très particulière. Ils cherchent des fourmis et des termites spécifiques. Ils en mangent quotidiennement des milliers et des milliers. Nous estimons donc qu'ils jouent un rôle dans la régulation des populations de fourmis et de termites. Wendy a constaté que les espèces de termites et de fourmis les plus appréciées par les pangolins sont associées à certains végétaux. Grâce à ces observations, ces plantes qui retiennent l'humidité dans leurs racines et permettent à la microfaune de prospérer vont faire l'objet d'un programme de protection. Tsoalu semble avoir une population de pangolins en bonne santé. Il doit donc y avoir dans cet habitat ou dans les proies quelque chose qui leur convient. La conservation de cette zone est donc très importante si nous voulons aussi sauver l'espèce. Tsoalu redevient aussi un refuge pour d'autres créatures des terriers qui s'activent la nuit venue. Des espèces rares, dotées de grandes oreilles et d'un bon odorat. La panoplie idéale du chasseur d'insectes. Comme l'autotion, un petit canidé aussi appelé chien oreillard. Ou le furtif protèle, une petite hyène zébrée qui, contrairement à ses cousines carnivores, est une grande consommatrice de termites. Un oryctérope surgit à son tour. De nature timide, ce grand solitaire va passer d'une termitière à l'autre, jusqu'à l'aube. Dans ce théâtre naturel, où chaque espèce a un rôle à jouer, l'oryctérope participe, à sa façon, au bon fonctionnement de l'écosystème. Doté d'un museau démesuré et d'un groin de cochon, cet animal à la silhouette atypique peut consommer 50 000 termites par jour et limite ainsi leur prolifération. La renaissance de Tsoalu profite aussi aux suricates. Ils apprécient le sol meuble du Kalahari, car ici, ils n'ont aucune difficulté pour creuser et chercher des larves ou des scorpions. Depuis la disparition du bétail qui piétinait ces terres, les colonies de suricates prospèrent. La nourriture est abondante et les naissances se multiplient. La femelle dominante peut donner naissance à 3 petits, 3 ou 4 fois par an. Pour les surveiller, elle peut compter sur des sentinelles particulièrement vigilantes. Au fil des saisons, Tsoalu retrouve toute sa splendeur.
Mais restaurer ces écosystèmes demande d'énormes moyens. Pour financer ce projet fou, les équipes misent aussi sur le tourisme et l'organisation de safaris. Des lodges ont ouvert et des jeunes, originaires des communautés locales, suivent une formation de guide naturaliste. Bon les gars, aujourd'hui, nous allons faire du repérage et du signalement. Atem Kosidiba connaît la faune de la réserve sur le bout des doigts. Depuis 2017, il enseigne le métier de guide. Pour être un bon guide, il faut d'abord avoir un amour sans compromis pour la nature et la faune en général. Il faut que vous ayez ces compétences et être aussi constamment curieux, même pour les choses qui semblent insignifiantes que vous pouvez apercevoir lorsque vous marchez dans la brousse. Il faut que vous soyez humble, passionné et très discipliné. Les élèves de la Tracker Academy sont formés pour respecter, protéger et mieux connaître la faune sauvage. Comme vous pouvez le voir, voilà ce qu'aiment les girafes dans la région. Elles se nourrissent principalement de feuilles d'acacia. Pas de doute, ce sont bien des crottes de girafes. Quand on essaie de les presser, on sent qu'elles sont dures à cause des graines qu'elles contiennent. Celles de l'élan sont plus molles car elles contiennent de l'herbe. Voilà, celle-ci est plus dure. Ces futurs guides seront bientôt les nouveaux ambassadeurs de l'écotourisme dans le sud du Kalahari. Roxane est de retour dans le secteur des lions. J'ai capturé un rongeur. C'est probablement une souris de Namaka ou un sengi. Nous allons le sortir pour vérifier. Je vais le mettre dans un sachet en plastique. Voyons s'il sort. Allez. C'est une souris de Namaka. On mesure sa taille du début de la queue au bout du museau. 9,1 cm. Roxane n'est qu'au début de ses recherches. Elle va devoir poser des pièges durant plusieurs mois avant de pouvoir en tirer des conclusions. En attendant, les enregistrements des pièges photographiques vont peut-être l'éclairer sur la diversité et la quantité de prédateurs présents à Tsoalou. Les images ne vont pas tarder à livrer leurs secrets. Les images vidéo de prédateurs enregistrées à l'Erhaba montrent des lions, des autocions, des renards du Cap, ainsi que le chacal à chabrak et le chat sauvage d'Afrique. C'est très intéressant. La vidéo suivante nous montre un renard du Cap chassant avec une zorille commune, ce qui est très rare. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours à Tsoalou. Un seul autre chercheur a pu observer ce comportement. En fait, il y a environ 22 lions à l'Erhaba, mais il y a encore beaucoup de données à analyser. Parce qu'ils contrôlent les petits prédateurs à travers ce que l'on appelle l'écologie de la peur, cela va affecter le nombre de petits mammifères. Il y aura moins de prédateurs de taille moyenne pour les chasser. Donc ces petits mammifères devraient être plus nombreux de ce côté. C'est ce que nous espérons montrer avec cette étude. Après 8 mois d'études, les analyses de Roxane révèlent qu'il existe 5 fois plus de prédateurs de taille moyenne dans le secteur des Lycaons que dans celui des lions.
Ces premières données confirment ses intuitions. Si la population de lions augmentait à l'air à bas, elle pourrait mettre en péril l'ensemble de la chaîne alimentaire. Restaurer la nature, réensauvager une région aussi vaste, est une mission de longue haleine. Inlassablement, chaque soir, à la tombée de la nuit, Wendy Panaino repart sur les traces de ses protégés. Je l'entends. Il est par là. Il a trouvé un amas de crottins, probablement celui d'un zèbre. Alors il se roule dedans, sûrement pour masquer son odeur vis-à-vis des prédateurs, ou alors pour se débarrasser de parasites. Ils ont beaucoup de tiques et d'acariens, et en se roulant dans les crottes, ils en limitent le nombre. C'est vraiment étonnant de voir ça. C'est rare et c'est vraiment sympa. Wow. C'est incroyable, incroyable. Le pangolin est l'un des plus précieux trésors de Tsualu. Le pangolin est un animal unique. D'abord, il est très rare d'en trouver dans la nature et ensuite, c'est actuellement l'animal le plus braconné dans le monde. Le commerce pour la médecine traditionnelle est très ancré dans certaines cultures. Et si les pangolins sont braconnés, c'est généralement pour leur écaille, à des fins médicinales ou comme viande de brousse. 1 kilo d'écailles de pangolin se négocie à plus de 1 000 €. En Afrique, entre 500 000 et 3 millions d'individus sont capturés chaque année. Et l'espèce a quasiment disparu en Asie. Quand on se lance dans un projet de conservation, il faut appréhender l'animal dans son écosystème. Alors un travail comme le mien, sur la compréhension des détails les plus intimes de la vie des pangolins et de leur biologie, contribuera certainement à la conservation de l'espèce. Pour le moment, une chose est sûre. Tsualu est en train de devenir un exceptionnel sanctuaire pour de nombreuses espèces en voie de disparition. Ici, les hyènes brunes aux poils longs ont trouvé un environnement propice. À l'allure blafarde de la Lune, elles peuvent parcourir 50 km pour trouver de la nourriture. Ces charognards opportunistes ne font pas la fine bouche. Elles profitent pleinement des carcasses abandonnées par les grands prédateurs. Elles dévorent tout, y compris les os. Une fois rassasiées, elles rejoindront leur terrier. Le secret le mieux gardé de Tsualu. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à en trouver. Gus Van Dijk est toujours à la recherche de la femelle lycaon. Après plusieurs jours de traque, il a enfin capté le signal transmis par son émetteur. Gus finit par la repérer dans un secteur éloigné et recouvert de buissons. La femelle alpha la conduit jusqu'à sa tanière.
Une merveilleuse surprise attend Gus à son arrivée au terrier. Une portée de 13 chiots, âgés d'environ 1 mois, est terriblement pressée d'explorer le monde qui les entoure. En regardant cette meute de lycaons avec ses 3 générations, on peut considérer que c'est un succès. Un succès non seulement pour leur espèce, mais aussi pour Tsoalu en tant que réserve. Pendant les 10 semaines de gestation, chaque membre du clan est venu, à tour de rôle, nourrir la femelle alpha. C'est maintenant au tour des chiots de profiter des morceaux de viande que leur apportent les adultes. Durant les 12 prochains mois, ils seront choyés par tout le clan. Ensuite, afin d'éviter tout problème de consanguinité, cette portée issue d'une petite population de lycaons sera probablement déplacée dans une autre réserve. Cette population de Tsoalu va contribuer au plan national de préservation des lycaons. Mais elle va aussi jouer un rôle très important dans l'évolution des écosystèmes du parc. Il s'agit d'un rouage fondamental de cette gigantesque machine de restauration qu'est Tsoalu. Et chacun de ces rouages, fonctionnant ensemble, devrait maintenir un environnement fonctionnel et en meilleure santé. De l'autre côté de la réserve, dans le secteur de l'Eraba, des lionceaux ont vu le jour. Ces nouvelles générations de lions et de lycaons récompensent le travail accompli par les équipes de Tsoalu. Elles incarnent un formidable espoir pour ces grands prédateurs menacés de disparition. Restaurer la biodiversité dans cette région détériorée par la chasse et l'élevage intensif était un pari fou. Il est en passe d'être gagné. Aujourd'hui, plus de 70 espèces de mammifères et 240 espèces d'oiseaux vivent à Tsoalu. Des girafes, des babouins, des phacochères, des koudous, des gnous et des oryx se croisent autour des points d'eau. Au fil des mois, dans cet environnement protégé, les jeunes lycaons ont pris de l'assurance. Ils s'aventurent désormais loin de leur terrier et suivent les adultes sur leur terrain de chasse. Après 20 ans de recherche, d'efforts et de persévérance, la réserve naturelle de Tsoalu est redevenue un véritable sanctuaire sauvage pour certaines des espèces les plus menacées du continent africain. Au Mozambique,
la plus grande opération de réintroduction d'animaux sauvages au monde vient de commencer. Durant plusieurs mois, des équipes de vétérinaires, des soigneurs et des rangers vont capturer et déplacer plusieurs milliers d'animaux. Mets-le sur le côté droit, c'est mieux. L'objectif de ce spectaculaire projet, organisé par les autorités et la fondation Peace Parks, est de rendre au parc national de Zinave son visage d'autrefois. Cette réserve, créée en 1972 pour protéger les éléphants, les girafes et les autres animaux de la savane, a été ravagée par des années de guerre civile et de braconnage intensif. Le parc national de Zinave se situe dans la partie sud du Mozambique. Délimité au nord par la majestueuse rivière Save, il s'étend sur plus de 4000 km². Bernard Van Lent pilote le projet de repeuplement lancé par la fondation Peace Parks en 2016. Avant chaque réintroduction, il prend de la hauteur pour vérifier l'état du parc et le niveau d'eau dans la rivière. Zinave était reconnu pour la grande quantité d'animaux qu'il abritait. Et puis malheureusement, la guerre civile, comme toutes les guerres civiles, a eu un effet dévastateur sur ce parc national. Les écosystèmes se sont effondrés, le braconnage a provoqué la quasi-extinction de la faune locale. Le problème, c'est que la végétation n'est plus entretenue comme elle devrait l'être. C'est important de rappeler que la végétation est faite pour être broutée par les animaux. Et si ce n'est pas le cas, elle n'évolue plus naturellement. Même si le paysage semble magnifique avec tous ces grands arbres, en réalité, il y a moins de biodiversité, car la végétation ne se régénère pas normalement. La diversité d'insectes diminue, la diversité d'oiseaux diminue, la diversité des petits prédateurs diminue. De 1977 à 1992, durant 15 années de guerre civile, les populations ont eu recours au braconnage pour pouvoir subsister. Seuls quelques petits herbivores et des animaux ayant trouvé refuge dans la rivière Save ont échappé aux heures sombres qui ont marqué l'histoire du Mozambique. Bernard poursuit son inspection au sol pour s'assurer que les rescapés ne souffrent pas de la saison sèche. De petites populations se sont maintenues et survivent encore dans ces bassins que l'on trouve tout au long de la rivière. C'est assez profond, c'est vraiment un endroit sûr ici. Ces populations seront au cœur de tout effort de protection dans le futur. Dans ces cours d'eau, les poissons se reproduisent, les hippopotames sont en sécurité, il y a un grand nombre de crocodiles qui se rassemblent dans cette zone parce que c'est un endroit sûr. Pour l'équilibre écologique du parc, la rivière elle-même, mais aussi ses bassins sont essentiels. La disparition des éléphants et des grands troupeaux d'herbivores a bouleversé la diversité végétale et transformé les paysages. En quelques années, les arbustes et les arbres se sont mis à proliférer. Alors qu'avant la guerre, les savanes occupaient 80% du parc, elles ne représentent plus aujourd'hui que 25% de sa superficie. Ces géants séculaires qui dominaient les savanes sont désormais les derniers vestiges d'un monde sauvage disparu. Ces baobabs sont les témoins de l'histoire de Zinave. Certains d'entre eux sont là depuis plus de 1000 ans. Ils ont assisté aux bons et aux mauvais moments de Zinave. Ce baobab est la preuve évidente qu'il y a eu des éléphants dans le parc. Vous pouvez voir les traces de blessures qui ont maintenant cicatrisé. Ce sont les endroits où les éléphants arrachaient l'écorce du baobab, particulièrement durant les saisons sèches. Ces baobabs ont vu les animaux disparaître durant les dernières décennies et nous espérons que pendant les prochaines années, ils seront les témoins d'un nouveau chapitre de l'histoire de Zinave. Le premier acte de cette incroyable épopée commence en 2012 par un geste fortement symbolique, la réintroduction de 7 girafes.
cette espèce avait totalement disparu du Mozambique. Mais ce n'est que 4 ans plus tard que les opérations de rewilding vont réellement débuter. Et la tâche est colossale. Il faut d'abord réduire les zones forestières et restaurer les grandes prairies indispensables aux herbivores. Pour y parvenir, les équipes du parc misent sur le retour d'un destructeur de forêt hors pair, l'éléphant. En 2016, lors d'une première phase de réintroduction, 80 individus ont été relâchés. Ces poids lourds préparent le terrain pour les autres espèces. Les éléphants sont probablement passés ici la nuit dernière. Un petit groupe, peut-être 2 ou 3 éléphants. João Simoes de Almeida, le vétérinaire spécialiste de la faune sauvage africaine, vérifie l'impact sur l'environnement de chaque espèce réintroduite. On peut clairement constater que cet arbre a été déraciné. On voit des traces d'éléphants partout. Et cet arbre a été abattu par des éléphants, comme beaucoup d'autres ici. C'est une pratique courante. On pourrait considérer cela comme ayant un impact négatif pour la forêt, mais en réalité, s'ils le font de manière modérée, c'est très très positif. C'est un des rôles essentiels qu'ils jouent dans cet écosystème. Cet arbre, par exemple, n'est pas encore mort. D'autres herbivores peuvent donc se nourrir de ces feuilles rendues accessibles. Ils n'auraient pas pu le faire autrement. Ils arrachent aussi l'écorce des arbres. Elles abritent souvent de nombreux insectes et des termites. Et certains animaux, comme les oiseaux, qui se nourrissent d'insectes, en profitent aussi. Les éléphants peuvent consommer 200 kg de nourriture par jour. En cassant les branches et les arbres pour atteindre les feuillages, ils ouvrent des passages dans les zones boisées. Grâce à leur action, de nouvelles clairières se forment. La lumière atteint à nouveau le sol et les savanes réapparaissent. Ces colosses ouvrent ainsi la voie aux autres grands herbivores. On peut dire que les éléphants sont aussi bien les jardiniers que les architectes de la savane. On les appelle les ingénieurs de la brousse, car ils jouent un rôle important en transformant l'écosystème pour le bénéfice d'une très grande diversité d'espèces. Donc les éléphants sont des éléments cruciaux de l'écosystème. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important de les transférer ici. Avant la guerre civile, 1500 éléphants entretenaient cet immense territoire. Aujourd'hui, ces géants ne sont pas assez nombreux pour remodeler 400 000 hectares envahis par les buissons et les forêts de Mopane. Les autorités et les équipes de la Fondation Peace Parks ont donc décidé de renforcer les effectifs. Et pour cela, il n'existe qu'une seule solution: aller prélever des éléphants dans les parcs et les réserves où ils sont trop nombreux. C'est justement le cas à 700 km de là, en Afrique du Sud, où le parc de Kruger est confronté à un problème de surpopulation. Kruger compte plus de 11 000 éléphants, alors qu'il ne peut pas raisonnablement en accueillir plus de 7 000. Cette situation menace l'équilibre écologique de toute cette région, mais c'est une aubaine pour le parc national de Zinave et pour ses éléphants en surnombre. Car les autorités du parc de Kruger cherchent à s'en séparer pour ne pas avoir à les abattre. Une opération d'envergure est organisée pour déplacer une vingtaine d'individus. La tension est extrême car la capture comprend des risques.
les éléphants sont unis par des liens familiaux et sociaux très forts. Il faut à tout prix éviter que dans la panique, les éléphantaux se retrouvent séparés de leur mère. Une fois anesthésiés, ces poids lourds pouvant peser jusqu'à 6 tonnes doivent être déplacés avec précaution. Cette précieuse cargaison ne porte pas seulement l'espoir de la renaissance de Zinave. Elle s'inscrit aussi dans un projet encore plus ambitieux, la création d'un gigantesque parc transfrontalier. Un peu plus grand que l'Islande, le parc transfrontalier du Grand Limpopo permettra de relier entre eux 5 grands parcs africains situés au Mozambique, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Il s'étendra sur plus de 100 000 km². Le docteur Bartolomeo Soto, directeur de la Fondation Peace Parks au Mozambique, est au cœur de ce grand projet. Zinave fait partie d'un grand rêve, la création d'une zone de conservation transfrontalière qui va du parc national de Kruger jusqu'ici, en passant par Gonaredzu. Dans quelques années, les barrières tomberont. Les animaux des différents parcs pourront se déplacer librement d'un pays à l'autre, se croiser et se reproduire. Mais pour le moment, l'accord passé entre les 3 nations frontalières facilite essentiellement les échanges et les transferts d'animaux entre parcs. Ce projet en est le parfait exemple. Les populations d'éléphants sont trop denses en Afrique du Sud et on peut maintenant les transférer au Mozambique, à Zinave. Notre conviction, c'est que les éléphants appartiennent à tout le monde. Ils n'ont pas besoin de passeport pour être déplacés depuis l'Afrique du Sud jusqu'ici. Ils sont considérés comme des citoyens de cet immense écosystème. Au fil des mois et des saisons, grâce à l'action des éléphants, les savanes gagnent à nouveau du terrain. Pour éviter que les arbustes et les arbres ne repoussent, les équipes ont décidé de réintroduire 250 kobs à croissant prélevés à Gorongosa, un autre parc du Mozambique. Moins spécialisés et moins exigeants que d'autres espèces d'antilopes, les kobs peuvent consommer des joncs, des roseaux et des arbrisseaux. Ces formidables débroussailleurs poursuivent ainsi l'action accomplie par les éléphants. Au quartier général de Zinave, Trevor Landray, le directeur des opérations, et Bernard Van Lent suivent quotidiennement les déplacements des éléphants et tout particulièrement ceux des nouveaux venus. Chacun de ces marqueurs représente un collier à un moment donné. Nous suivons certains colliers en particulier afin de voir comment les éléphants s'adaptent et dans quel type d'habitat ils se trouvent à ce moment précis. Nous allons partir à la recherche de ces éléphants et si nous n'arrivons pas à les localiser physiquement, à cause de la forêt ou des buissons,
Ce soir, nous irons au lac pour y installer des pièges photographiques. Nous les positionnerons près des endroits où ils boivent, en espérant avoir plus de chance là-bas. Il semblerait que dans la journée, ils sont surtout dans cette zone. Et en début de soirée, ils se déplacent vers la zone de dépression. Donc selon l'heure à laquelle nous partirons, nous irons voir aux alentours, ok? En fin d'après-midi, ce serait bien de se rendre dans cette zone. Et on pourra voir les éléphants venir au point d'eau. Au fil du temps, les éléphants acquièrent une multitude de connaissances. Ils savent où trouver de l'eau et de la nourriture, même en période de sécheresse. Mais lorsqu'ils sont déplacés, ils n'ont plus de repères. Ils sont complètement désorientés et les hardes familiales peuvent se disloquer. Trevor Landry aimerait s'assurer que les derniers groupes réintroduits sont restés unis, qu'aucun individu ne s'est égaré ou perdu. C'est encore chaud. Il était ici il y a 30 minutes. Il doit donc se trouver à quelques kilomètres d'ici. Ok, je voudrais pas qu'il prenne trop d'avance. L'utilisation d'un drone est souvent le meilleur moyen pour les apercevoir, car la végétation est trop dense pour suivre la harde. Et depuis leur capture, les éléphants ont développé une peur farouche des humains. À la moindre alerte, ils s'enfoncent dans les sous-bois. À cause du souvenir de la translocation, ils sont déboussolés. Et cela pourrait prendre pas mal de temps, vous savez, 1 an ou 2, avant qu'ils ne s'installent, s'adaptent à leur nouvel habitat et se sentent comme chez eux. Les éléphants ne sont pas faciles à suivre. Leurs trajets sont imprévisibles. Ils se déplacent en permanence et sont capables de parcourir jusqu'à 40 km par jour. Mais ils ne peuvent pas se passer d'eau. Trevor Landry décide donc d'installer des pièges photographiques aux abords d'un point d'eau. Comme on peut le constater, il y a de nombreux indices de la présence d'éléphants. Je pense qu'il faut aller par là pour trouver un endroit stratégique, le long de ce chemin. Je pense avoir un bon angle ici, et je vais mettre une autre caméra là-bas pour couvrir l'arrivée des éléphants venant de ce côté. Je pense que c'est un bon emplacement. Les éléphants et les cobs ont accompli leur mission. Pour les équipes du parc, le temps est donc venu d'introduire de nouvelles espèces d'herbivores. Chaque animal joue un rôle dans l'écosystème. Les buffles mangent cette partie haute de l'herbe, qui est nutritionnellement très pauvre, et cela rend le reste de l'herbe accessible aux autres types de brouteurs. Généralement, une fois que les buffles ont mangé la partie supérieure, les zèbres arrivent et se nourrissent de la partie basse parce que leur dentition est bien adaptée. Il reste alors juste la partie au ras du sol qui est très riche nutritionnellement et dont profitent les plus petits brouteurs comme les steenbocks ou les impalas. Chaque herbivore a sa spécialité. Ces brouteurs à rayures et ces troupeaux de ruminants ont une action complémentaire sur la végétation. Mais ce ne sont pas les seuls. Les buffles, les zèbres et les autres animaux qui ont déjà été transférés à Zinave préparent l'herbe en quelque sorte. Ils préparent ces pâturages pour les autres espèces. Les prochains sur la liste sont ceux qui vont tirer avantage de la présence des buffles et des zèbres, les impalas ou les gnous par exemple.
les gnous bleus formeront, avec les buffles et les zèbres, un trio de choc ratissant tout sur son passage. Pour se procurer des gnous, le parc de Zinave peut encore une fois compter sur son principal partenaire. Car au même titre que les éléphants, le parc de Kruger a vu sa population de gnous exploser. Dès l'aube, un impressionnant dispositif se met en place. Plus de 80 personnes, un hélicoptère et plusieurs semi-remorques sont mobilisés pour capturer des gnous. Nous vérifions le bon fonctionnement des bâches pour voir si elles n'accrochent rien au sol. On fait en sorte que tout soit en place. Tout va bien? Laurens Delange, le coordinateur des opérations des parcs sud-africains, règle les derniers détails. Afin de rabattre une centaine de gnous vers les camions, les équipes ont construit un boma, un gigantesque corridor en forme d'entonnoir qui conduit aux remorques. Temi, si on pouvait commencer la journée par une prière, s'il te plaît. N'oubliez pas que ces animaux sont dangereux. Vous l'avez déjà vu dans le passé, ils n'hésiteront pas à vous foncer dessus, surtout les gnous. Nous prévoyons de capturer uniquement des gnous bleus. Ici, Laurens, au sol, à vous? Tout va bien, je finis juste de briefer les gars et on peut y aller. Toute la difficulté consiste à rabattre des troupeaux complets, à ne pas laisser de petits groupes isolés. Au sol, les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Les gnous n'en font qu'à leur tête et refusent de s'engouffrer dans le boma. Laurens se jette dans l'arène. La situation est dangereuse. Les gnous sont tout à fait capables d'encorner un homme. Les équipes en embuscade reçoivent enfin le signal de refermer le boma. Pour l'instant, ça va. Ça fait 1 heure et tout se passe bien. Les derniers individus finissent enfin par se précipiter dans le piège qui les conduit au camion semi-remorque. C'est un privilège de déplacer ces animaux pour établir de nouvelles populations, là où ils ont été quasiment décimés par les hommes. C'est quand même assez triste d'en arriver là, tout ça parce qu'à certains endroits, ils ont disparu. Le convoi n'attend pas 1 minute pour prendre la route, car les gnous vont devoir supporter 2 jours de voyage. Transporter des animaux sur de longues distances et sous de fortes chaleurs entraîne souvent des pertes. Mais c'est un risque à prendre. À Zinave, les équipes du rewilding doivent faire face à une situation préoccupante. Avec le retour en nombre des grands herbivores, le braconnage a repris.
Les autorités ont donc créé une brigade de rangers. Nous sommes au poste appelé Mayemba. Il est divisé en 3 sections et chacune est dirigée par 2 inspecteurs. Chaque section a un responsable et c'est le chef de son équipe. Ces nouvelles recrues, issues de communautés locales, suivent une formation intensive pour renforcer la brigade. Catalina et Milton, approchez-vous s'il vous plaît. 80 jeunes rangers vont désormais assurer la protection du parc. Leur mission est périlleuse, car les braconniers sont imprévisibles et souvent armés. Voici des armes à feu artisanales. Elles ont été fabriquées il y a de nombreuses années. C'est l'art du fait maison. Cette partie est en fait un morceau de tuyauterie. C'est très rudimentaire. L'un de ces fusils peut tuer entre 50 et 100 animaux par an. Quand on sait que j'en possède 260 au total, le nombre d'animaux qui ont pu être sauvés est vraiment très important. Cette salle est entièrement dédiée à la stratégie de lutte contre le braconnage. Grâce à la technologie de GPS par satellite, Trevor peut suivre la position de chaque brigade de rangers en temps réel. Il peut ainsi envoyer des renforts rapidement si une équipe en a besoin. Afin de surprendre les braconniers, les gardes armés se déplacent en toute discrétion, à vélo tout-terrain. Les patrouilles surveillent avant tout les points d'eau où se rendent régulièrement les herbivores au cours de la saison sèche. En l'absence de lions et de léopards, les braconniers n'hésitent pas à s'enfoncer dans les secteurs reculés du parc, à plusieurs heures de marche de leur village. Ils installent même des campements pour y passer la nuit. Les cendres sont encore chaudes. Il ne faut jamais chercher bien longtemps pour repérer des pièges ou des collets. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas seulement 1 ou 2 pièges, mais plus d'une dizaine. Dans ce secteur, il y a beaucoup de braconniers et beaucoup de collets. On peut désactiver 400 ou 500 pièges par mois. Ça dépend de l'opération en cours et de la densité de la végétation. Notre objectif est de dégager et de protéger ce secteur, afin que personne ne vienne activer les collets. Ces pièges redoutablement efficaces laissent peu de chance aux herbivores. Mais l'intervention des patrouilles permet de sauver de nombreux animaux. Et la situation est en train de changer. Ces 2 dernières années, les équipes de rangers ont réussi à sécuriser plus de la moitié du parc. Ici, nous avons le tableau du mois de janvier au mois d'octobre de cette année. Voilà le décompte des collets, cabos de aço en portugais. À ce jour, le total est de 11 194. Mais ce qui est flagrant, comme on le voit ici, c'est que le nombre de collets récupérés est en baisse chaque mois. En fait, cela signifie que 11 000 animaux ont été épargnés cette année. Les prochains animaux bientôt réintroduits à Zinave seront ainsi moins exposés au braconnage. Après 2 jours de voyage, le convoi transportant les gnous depuis l'Afrique du Sud est enfin en approche.
Le trajet entre Kruger et Zinave n'a pas été de tout repos. À cause de pistes en mauvais état et de plusieurs crevaisons, les camions ont pris beaucoup de retard. Les gnous ont souffert. Ils sont épuisés. Ils ont fait 50 heures de voyage. Ils sont assez stressés depuis leur capture. Il est donc très important de les relâcher le plus rapidement possible. Ils sont arrivés de nuit et on ne peut pas attendre demain. Il faut qu'on les libère le plus tôt possible pour qu'ils puissent déstresser un peu. Bon, je dois y aller maintenant. Bernard Van Lent, Joao Simoes de Almeida et les équipes sont impatients de les libérer. Après plus de 25 ans d'absence, ces gnous vont repeupler les savanes de Zinave, rejoindre les 85 zèbres et la centaine de buffles relâchés dans le parc ces derniers mois. Le trio de choc de la savane, buffles, zèbres et gnous, est enfin au complet. Malgré de nombreuses précautions, certains animaux ont souffert du voyage. Joao prend en charge une jeune femelle à bout de force. Le vétérinaire l'entraîne immédiatement à l'écart pour la soigner. On l'a placée sous perfusion pour la remettre sur pied. Elle est déshydratée. Si chaque animal compte, les femelles sont encore plus précieuses. Les soigneurs vont veiller sur elles une partie de la nuit. Avec le retour des gnous, une nouvelle étape du dispositif de rewilding vient d'être franchie. Ce matin, Bernard Van Lent démarre son inspection quotidienne du parc dans le secteur où les gnous viennent d'être relâchés. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment gratifiant de voir ces animaux ici. Vous savez, durant de nombreuses années, il n'y avait plus de gnous ni de zèbres dans cette région. On constate qu'ils sont ici chez eux, qu'ils font partie de cet environnement, ils ont l'air d'aller bien. On voit bien que c'est devenu leur habitat. Ils s'y sentent bien et c'est très satisfaisant de voir ça. De son côté, l'équipe vétérinaire est retournée au chevet de la femelle gnou. C'est un bon signe. Elle n'est pas seulement déshydratée, elle souffre aussi de blessures musculaires. Elle était de ce côté-là. Du côté droit, c'est mieux. Le docteur Johan Maraille et moi-même, nous avons fait une perfusion et quelques petites manipulations magiques de vétérinaire. Elle semble aller beaucoup mieux aujourd'hui, mais le pronostic reste incertain. On ne sait pas ce qui va lui arriver. Lors de grandes opérations de capture, quand vous attrapez beaucoup d'animaux en même temps, il y a toujours des dommages. L'objectif est de 0 perte, mais un taux de mortalité de 2% est considéré comme acceptable. Nous autres vétérinaires, chez Saving the Survivors, nous sommes ici pour réduire les pertes. Réintroduire des animaux sauvages demande une attention permanente, mais aussi beaucoup d'énergie.
et de dévouement. Trevor Landray a récupéré les cartes mémoire des pièges photographiques qu'il a installés près du point d'eau. Il espère voir les derniers éléphants transférés de Kruger. Là, il y a quelques phacochères. Oui, ici, nous en avons encore un. Et là, c'est encore des phacochères. Et quelques buffles. Il y a un groupe de buffles qui traverse juste ici pour rejoindre le point d'eau. On attend toujours un passage d'éléphants. Maintenant, on aperçoit aussi quelques impalas. Ah, c'est bon, voilà des éléphants. Je crois que je reconnais cette famille. Je pense qu'elle vient de Mkuzi, au nord du KwaZulu-Natal. Ils ont tous l'air en bonne santé. C'est l'une des premières familles réintroduites, il y a 2 ans, avec notamment un jeune âgé d'environ 1 an et demi, voire 2 ans. Mais maintenant, je peux voir qu'il y a un bébé plus jeune, qui doit avoir 6 mois environ. C'est très intéressant car c'est la première fois que je vois ce petit. Parmi toutes les hardes qui ont été réintroduites, c'est le premier éléphanteau né à Zinave. La naissance d'un éléphanteau est une nouvelle extraordinaire et très encourageante pour l'avenir de l'espèce à Zinave. Cela confirme que cette harde a trouvé ses repères et s'est parfaitement adaptée à ce nouvel environnement. Mais les caméras pièges n'ont toujours pas permis d'observer le dernier groupe d'éléphants venus de Kruger. Bernard Van Lent décide donc de faire un vol de reconnaissance, car seul un visuel lui permettra de s'assurer de la bonne cohésion du groupe. On va maintenant essayer de trouver les éléphants, mais ils sont compliqués à localiser. Ils ont déjà ouvert des pistes à travers la forêt. On peut voir que d'autres animaux les utilisent également. Je vois des buffles et des zèbres et d'autres animaux en bas. Ah, on dirait bien qu'il y a une harde d'éléphants ici. On dirait qu'ils sont à peu près 25. C'est super. Je vais le signaler à Trevor. Une harde d'éléphants, 25, à environ 2 km au sud du bassin de Zinave. Ce survol a permis de vérifier que la harde est restée soudée. Au cœur des forêts d'épineux et de mopanes, les girafes ont elles aussi trouvé leur marque. Anthony Alexander, le directeur adjoint de la fondation Peace Parks au Mozambique, est très attaché à ses protégés. La girafe est l'emblème de ce parc. C'est donc l'espèce la plus importante à réintroduire ici. Lors de la première réintroduction, il y a 7 ans, nous avons emmené 7 girafes. Et elles se sont toutes bien adaptées, puisqu'aujourd'hui, nous en avons 20. Ces géantes, qui dominent une partie de la canopée, ont droit à un traitement particulier. Elles occupent un secteur isolé et clôturé du parc. Lorsqu'il y a suffisamment de nourriture, d'eau et qu'il n'y a ni braconnage ni prédateurs, le nombre d'animaux peut grimper très vite, de 30% par an. Leurs populations peuvent ainsi doubler tous les 3 ou 4 ans.
Pour d'autres animaux, comme les éléphants ou les girafes, qui ont une durée de gestation plus longue, le taux de croissance est de 6% par an. Nous avons l'intention d'en réintroduire davantage, probablement 200, pour atteindre la capacité maximale de ce sanctuaire qui fait 18 500 hectares. En l'absence de prédateurs, les cobs se reproduisent eux aussi très vite. À raison d'au moins un petit par an et par femelle, leur population va presque doubler en 2 ans. Leur action sur les nouvelles prairies est redoutablement efficace. Aucune jeune pousse ne leur résiste. Peu à peu, de nouvelles clairières et des savanes apparaissent. Zinave peut accueillir d'autres espèces. Avec l'arrivée régulière d'animaux et la récente translocation des gnous, les équipes ont recruté des villageois pour retirer certaines clôtures afin que les herbivores puissent s'approprier l'ensemble du parc. Je travaille dans le parc depuis 2016. Je suis né près d'ici, à Kovan. En ce moment, je m'occupe de la clôture. On doit l'enlever. Je ne sais pas ce que je ferai ensuite, mais je suis très content de travailler dans le parc. Ce projet de restauration du parc est important pour les communautés locales. Dans quelques années, Zinave va accueillir de nombreux touristes, fournir du travail et permettre de développer l'économie de la région. Semaine après semaine, les translocations s'enchaînent. Les équipes du rewilding profitent de la saison sèche pour organiser de nouveaux convois, car bientôt, les pluies rendront les pistes impraticables et le parc sera alors inaccessible. Ce nouveau cortège titanesque en approche transporte près de 300 impalas. Encore un peu hagards, ces petits herbivores ont plutôt bien supporté leur voyage et vont pouvoir profiter des vastes étendues sauvages de Zinave sans avoir à craindre le moindre prédateur. Grâce à tous les efforts entrepris par les équipes du parc, Zinave est en train de renaître de ses cendres. Peu à peu, toute une biodiversité se réinstalle. Dans les savanes et les sous-bois, des espèces que l'on croyait disparues sont de retour. Rapidement, les insectes recolonisent de nouvelles parties du parc. Le grand programme de repeuplement va se poursuivre durant les années à venir. Zinave comptera alors plus de 1500 gnous, 5000 zèbres et des milliers d'impalas. Au fil du temps, de nouvelles générations de petits et grands herbivores vont voir le jour, grandir et s'approprier ce vaste territoire. Ces éléphantaux seront les fondateurs de nouveaux clans,
qui viendront à leur tour fouler cette terre. Rapidement, le cycle de la vie reprend. Dans la rivière Savée, les populations de crocodiles s'étoffent. Ces nettoyeurs jouent un rôle clé dans l'écosystème. Ils s'attaquent aux animaux les plus faibles et débarrassent les cours d'eau des charognes ou des poissons malades qui pourraient propager des maladies. Mais le parc de Zinave ne pourra retrouver un certain équilibre sans la présence de grands prédateurs terrestres capables de réguler la croissance des populations d'herbivores. Nous nous concentrons actuellement sur les herbivores, car c'est la priorité, et ensuite, nous voulons rétablir les populations de chaque espèce. Mais nous savons que cet écosystème ne fonctionnera pas correctement sans la présence de carnivores, qui ne sont toujours pas présents ici. Dans un futur proche, nous aimerions donc réintroduire des hyènes. Nous voulons aussi réintroduire des lions, ainsi que des léopards, et éventuellement des guépards. Réensauvager la nature est un travail de longue haleine. Tous les efforts entrepris permettront, un jour, à la faune de Zinave de conquérir de nouveaux espaces et de circuler librement dans le parc transfrontalier du Grand Limpopo. Nous espérons que d'ici quelques années, notre écosystème fonctionnera à nouveau naturellement, à la manière de tous les autres grands parcs nationaux. Ces parcs ont mis longtemps à trouver un équilibre, 50 ans peut-être. Nous espérons faire la même chose en accélérant tout le processus, en introduisant plus d'animaux, et nous pensons pouvoir y parvenir dans un délai plus court, peut-être 10 ans. En plus de protéger la vie sauvage, nous voulons que les communautés locales soient fières de ce parc. Nous voulons rétablir le lien entre la faune sauvage et les populations, car durant de longues années, ils ont vécu ensemble et ils ont profité de ce que la nature leur offrait. Sur cette terre, dévastée par des années de guerre et de braconnage, des hommes et des femmes sont en train d'accomplir l'impossible. Façonner, à partir du néant, un parc national parmi les plus beaux du monde. Leur pari est en passe d'être remporté. La terre de l'eau qui brille. C'est ainsi que les Indiens Guarani ont baptisé ce vaste réseau de prairies et de lagunes, autrefois peuplées de jaguars, de tapirs et de fourmiliers géants. Située au nord de l'Argentine, la zone humide des Esteros des Libera s'étend sur plus d'1 300 000 hectares. Au cours du siècle dernier, la chasse et l'élevage intensif ont eu raison de la quasi-totalité de sa faune sauvage. Il y a une vingtaine d'années, un couple d'Américains particulièrement sensibles à la disparition de la biodiversité achète ces terres pour les protéger et y ramener la vie sauvage. Depuis la disparition de Douglas Tompkins, sa femme Christine poursuit ce rêve complètement fou. Notre histoire a commencé lorsque Doug, mon époux, et moi sommes venus ici en 1997. Nous avons atterri à San Alonso, une île au milieu de cette vaste zone humide. Ce n'était pas mon genre d'environnement. J'ai trouvé ça chaud, boueux et plat, et je voulais m'en aller. Mais Doug a ressenti quelque chose, et voilà où nous en sommes des années plus tard. Nous n'avons pas seulement protégé une grande partie de cette zone humide,
nous avons commencé à réintroduire les espèces qui avaient disparu ici. Ainsi est né le plus ambitieux programme de repeuplement du continent américain. Mais rétablir un équilibre naturel dans cette région est un objectif difficile à atteindre, car en Argentine, il est interdit de prélever des animaux sauvages dans la nature. Les scientifiques d'Ibera ne peuvent compter que sur des animaux issus de captivité, sur des perroquets incapables de voler, des fourmiliers géants qui n'ont jamais vu de termitière ou des jaguars qui n'ont jamais croisé d'autres félins. Pour préparer ces animaux à la vie sauvage, la fondation créée par Christine et Douglas Tompkins a fait appel à des spécialistes venus du monde entier. Ils ont élaboré des programmes de réhabilitation inédits et construit des centres d'accueil pour les animaux. À Ibera, chaque infrastructure a sa spécialité. Situé au nord de la réserve, le centre de San Cayetano est dédié aux tamanoirs. Cela fait 10 ans qu'Alicia Delgado y recueille des tamanoirs blessés ou orphelins. Ce matin, la biologiste a pris en charge un bébé dont la maman a été tuée par des chasseurs à l'extérieur de la réserve. Il va passer beaucoup de temps ici en quarantaine, peut-être 2 mois. Tout va dépendre de la façon dont il va grandir et du résultat de ses analyses. J'estime qu'il restera ici au moins 1 an. Trouver la bonne recette pour remplacer le lait maternel n'a pas été simple. Alicia a testé plusieurs formules avant de trouver la plus adaptée. Nous allons préparer le lait pour le petit nouveau. C'est un lait spécial, un lait maternisé. Il a été élaboré pour les chiots et les chatons. Nous l'avons testé sur les fourmiliers et ça fonctionne parfaitement. Chaque nouveau bébé est un défi pour nous, parce que nous ne savons pas d'où il vient. Nous ne savons pas combien il a souffert avant d'arriver ici. Nous ne savons pas non plus comment il va réagir ni comment il va grandir. Quand nous constatons qu'ils mangent, qu'ils sont pleins d'énergie, qu'ils ont envie de vivre, pour nous, c'est une grande satisfaction. San Cayetano reçoit chaque année une dizaine de nouveaux pensionnaires. Une fois sevrés, les jeunes tamanoirs sont placés dans des enclos individuels où ils resteront un peu plus d'1 an avant d'être libérés. Au menu du jour, pour les plus grands, une bouillie fortifiante composée de lait et de croquettes pour chiens et chats. Les fourmiliers géants sont des mammifères étonnants. Ils sont dépourvus de dents et s'en passent très bien. Leur longue langue gluante est terriblement efficace. Cet enclos est celui du plus ancien pensionnaire de San Cayetano. Osvaldo est arrivé tout petit, il y a 1 an et demi, après avoir été percuté par une voiture. Il s'est remis de ses blessures et a bien grandi. Il se nourrit désormais de fourmis et de termites. Avant de pouvoir retrouver la liberté, Osvaldo doit s'habituer à porter un harnais. Il sera ensuite équipé d'un émetteur qui permettra de le localiser. Depuis 2007, 60 tamanoirs ont été réintroduits avec succès. L'objectif de ce programme est de créer des populations viables à différents endroits de la réserve.
Dans ces grandes plaines, seuls quelques capybaras, caïmans et cerfs des marais ont réussi à échapper au braconnage et à la chasse intensive. Après 2 décennies de protection, ces animaux qui avaient trouvé refuge au cœur des lagunes les plus inaccessibles repartent à la conquête d'Ibera. Surnommés caïmans piranhas à cause des longues dents qui dépassent de leur gueule, les caïmans yacarés ont envahi les berges et les eaux peu profondes. Essentiellement amateurs de poissons, ils apprécient aussi les capybaras, mais seulement lorsqu'ils sont petits. À l'âge adulte, les plus gros rongeurs du monde peuvent peser 70 kg, mesurer plus d'1 mètre et sont particulièrement précoces. Leurs ébats amoureux commencent dès l'âge de 15 mois et chaque femelle peut avoir 2 à 8 petits par an. À ce rythme-là, leur population explose. Herbivores emblématiques des zones humides de la région, les cerfs des marais participent au renouvellement du tapis végétal. Leur population se sont elles aussi rapidement reconstituées. Ibera compte aujourd'hui plusieurs milliers d'individus. Mais pour qu'un nouvel équilibre s'installe, il faut éviter une trop grande prolifération d'herbivores. C'est normalement le rôle du plus grand prédateur du continent sud-américain, le jaguar. Celui-ci a malheureusement disparu de la région il y a plus d'un demi-siècle. En 2016, des scientifiques ont donc créé, sur l'île de San Alonso, un centre expérimental dédié à la reproduction de ce félin. Leur but est de pouvoir un jour relâcher les jaguars nés ici. Créer une nouvelle population de jaguars va prendre beaucoup de temps. Ce serait l'élément final permettant de rétablir un équilibre dans l'écosystème. Une fois la pyramide complète, et pour cela il faut évidemment le jaguar au sommet, l'écosystème pourra s'autoréguler. Maïté Rios Noya, biologiste, dirige ce projet de réintroduction unique au monde. Elle accueille des jaguars issus de captivité. Trop imprégnés par l'homme, ils ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Les scientifiques ont donc élaboré un programme de reproduction inédit. Il doit permettre de rendre à la vie sauvage des jaguars nés en captivité. Deux mâles et 2 femelles ont été installés dans 4 enclos mitoyens. Après plusieurs tentatives de rapprochement, Tania, l'une des 2 femelles, a accepté de s'accoupler. Elle a aussitôt été mise à l'écart, dans un vaste enclos de 30 000 m². Si elle a des petits, ils pourront grandir comme en pleine nature, sans contact avec les humains. Les scientifiques vont surveiller Tania à distance grâce à une caméra qui filme sa tanière jour et nuit. En attendant, Maïté espère qu'Isis, l'autre femelle, acceptera elle aussi de se laisser séduire par l'un de ces beaux mâles. Isis est un animal à moitié domestique. Elle nous donne beaucoup plus de travail. Elle est craintive. C'est une situation bizarre parce qu'elle a peur des jaguars. Vous pouvez voir qu'elle hésite beaucoup avant d'entrer dans le passage parce qu'au fond, elle a un peu peur de l'autre jaguar. Je pense qu'elle se trouve entre 2 mondes. Elle ne sait pas si elle appartient à celui des humains ou à celui des félins. Contrairement aux lions de nature sociale,
Les jaguars sont farouches et solitaires. Des lieux de rencontre ont été spécialement aménagés pour leur permettre de faire connaissance et plus si affinité. Maïté ouvre régulièrement le corridor qui relie les enclos afin qu'Isis se rapproche de Chiqui. Ils ont un comportement très expressif. Je crois que cela se voit clairement. Elle n'est pas très réceptive. C'est un mécanisme de défense parce qu'elle a peur. Ces rapprochements sont importants pour qu'ils puissent se sentir et apprendre à se connaître. Chiqui n'est pas agressif du tout. C'est un animal très équilibré. Il garde son calme pendant qu'elle suit ses mouvements. Elle ne s'enfuit pas, ce qui est bon signe. Au début, elle avait peur d'entrer et s'en allait. Isis n'a toujours pas succombé au charme pourtant irrésistible de Chiqui. Ici, tout est une question de temps et de patience. La biologiste ne saura pas si Tania attend des bébés avant la fin de sa période de gestation, dans 3 mois. Au même moment, sur l'île de San Alonso, une opération délicate est en cours. Camilla Camarena Valeros, responsable du suivi des tamanoirs, et Georges Peña Martinez, le vétérinaire, doivent immobiliser Mercedes, une jeune femelle tamanoire en pleine croissance. Son harnais est devenu trop petit et risque de la blesser. Il faut rapidement le changer. Avant toute manipulation, une légère anesthésie s'impose. Mercedes n'est pas farouche, mais si elle se débat, ses griffes peuvent être redoutables. Maintenant qu'elle est immobilisée, nous allons pouvoir vérifier ses constantes et nous assurer que ses fonctions vitales sont stables. Nous prenons sa température, sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Tous les animaux relâchés sont attentivement suivis par radiotracking. Les scientifiques peuvent ainsi vérifier leur état de santé, s'assurer qu'ils s'adaptent bien à leur nouvel environnement et qu'ils se reproduisent. Les informations recueillies seront aussi très utiles pour de futurs programmes de réintroduction ailleurs, en Amérique du Sud. Le moment venu, son harnais sera retiré et nous continuerons à la suivre grâce à des pièges photographiques et à l'identification qu'elle porte à l'oreille. Mercedes se réveille doucement, encore un peu sonnée, mais elle ne tardera pas à retrouver ses esprits. Jour après jour, les programmes de réintroduction s'intensifient. Au nord de la Grande Lagune, à Cambireta, des biologistes préparent le retour des Arachloroptères. Longtemps chassés pour la beauté de leur plumage, ces perroquets ont complètement disparu en Argentine il y a plus d'1 siècle. En 2015, des scientifiques ont construit d'immenses volières pour que les haras puissent s'entraîner à voler.
Voilà Bouddha et Palo. La femelle a été confisquée à un particulier qui n'avait pas de document officiel pour la garder. Bouddha vient d'un zoo. Le couple s'est formé à la suite de plusieurs rencontres entre perroquets. Cela permet d'unir ceux qui sont compatibles entre eux. Nous les entraînons et lorsqu'on estime qu'ils ont le même niveau de vol, ils peuvent passer à l'étape de pré-relâché et être éventuellement libérés. Marianela Mazat et Alejandro Benitez s'occupent de la rééducation des haras qui ont vécu en captivité. Pour les encourager à voler, leurs éducateurs utilisent un stimulus sonore et une mangeoire placée à l'autre bout de la volière. À chaque déplacement réussi, les perroquets obtiennent une récompense. Le processus de réensauvagement peut être long et fastidieux. Le temps qu'il faut à chaque individu pour apprendre à voler est très variable. Pour certains haras, cela peut prendre 1 an. Cet entraînement n'est que la première étape du programme de réhabilitation. Les haras ayant réussi leur apprentissage en volière vont poursuivre leurs exercices en semi-liberté. Les forêts ne sont pas continues. Il n'y a pas de très grandes étendues boisées, mais seulement des îlots forestiers. C'est pour cela que, dans un premier temps, nous devons nous assurer qu'ils ont la force musculaire suffisante pour pouvoir voler sur de longues distances. Puis, une fois remis en liberté, nous appelons cela une libération progressive, les haras s'habituent à effectuer ces petits parcours et apprennent à se familiariser avec la zone. Cet entraînement répétitif va créer une habitude qui, à terme, va leur permettre de voler vers des forêts plus éloignées. Ils sont prêts, tu peux les appeler? Sans aucun exemple à suivre, les biologistes ont dû imaginer des dispositifs qu'ils adaptent au fil des réussites et des échecs. Tu peux les appeler. C'est bon, je les appelle tout de suite, compris. Lors des premiers relâchés, certains perroquets ont disparu durant un violent orage. Personne n'a jamais retrouvé ni leurs traces, ni leurs émetteurs. Alejandro et Marianela ont donc imaginé de nouvelles épreuves sur de plus longues distances pour développer l'endurance de leurs meilleurs élèves. Les haras vont aussi s'habituer à chercher de la nourriture dans la canopée. Ce programme de rééducation demande beaucoup de patience et de dévouement. En général, ce processus durant lequel nous les accompagnons peut durer plusieurs mois. Une fois qu'ils se sont habitués à cet environnement et qu'ils sont capables de trouver de la nourriture tout seuls, nous décidons d'arrêter l'exercice. Nous estimons qu'une vingtaine d'individus capables de se reproduire serait une bonne base pour établir une population. Quand je vois ces haras, ce que je vois avant tout, c'est l'aboutissement d'un très long processus. Une grande satisfaction, mais qui a demandé un travail acharné. Après 4 ans d'efforts, 3 couples vivent enfin en liberté. Grâce à des méthodes de plus en plus efficaces, d'autres perroquets, comme Bouddha et Palo, vont progressivement les rejoindre. Mais parviendront-ils à se reproduire? Pour certaines espèces, le retour à la vie sauvage est plus facile que pour d'autres. C'est le cas des tapirs terrestres.
Les 7 tapirs adultes relâchés entre 2016 et 2018 n'ont eu aucun mal à trouver leur marque. Dans les bosquets qui bordent la lagune, ils s'adonnent à leur passe-temps favori, le jardinage. Dans leur déjection, les plus gros herbivores d'Amérique du Sud disséminent les graines des végétaux et des fruits qu'ils consomment. Ils jouent ainsi un rôle clé dans la régénération des forêts. Ce matin, Anna Carolina Rosas et son équipe vétérinaire vont rendre visite à Nena, une femelle habituée à la présence des hommes. Carolina fonde beaucoup d'espoir sur Nena, déjà maman d'Arandou, un jeune tapir âgé d'1 an et demi. Arandou est très spécial pour nous, parce que c'est le premier tapir né à Iberá, après une longue période d'absence de l'espèce. Baisse un peu l'écran. Nous allons faire une échographie à Nena. Nous savons qu'elle est féconde et qu'un mâle se promène aux alentours. Nous sommes en train de vérifier si, éventuellement, nous pourrions avoir une jolie surprise. En ce moment, nous sommes juste en train de faire un examen, un aperçu rapide pour voir s'il y a quelque chose. Mais on ne voit rien pour l'instant. Les intuitions d'Anna Carolina vont se vérifier. Voilà, ici nous avons le bébé. On voit le petit. Voici sa petite colonne vertébrale. C'est bien, c'est très bien. Je pense vraiment que pour toute l'équipe, c'est une merveilleuse nouvelle. C'est là que nous pouvons apprécier le fruit de tous nos efforts. Il y a beaucoup de gens qui suivent chacun de ces animaux, vous savez. Découvrir qu'ils sont capables de se reproduire, c'est vraiment un message très encourageant. Ça nous permet d'espérer que la population va vraiment réussir à se développer toute seule, sans nous. Nous sommes aux anges. C'est vraiment une grande nouvelle. Au creux d'un fourré, une autre maman a caché son nouveau-né. Bien qu'élevée en captivité, cette femelle, baptisée India, a conservé tout son instinct maternel. Depuis la naissance de son petit, elle ne se déplace plus que dans les bosquets où il est à l'abri. C'est le 3e tapir né à Iberá. On est encore loin du compte. Les scientifiques estiment qu'une 50aine d'individus est nécessaire pour fonder une population viable. Peu à peu, des espèces qui avaient disparu se réapproprient les estéros des Libera. Les petits groupes de pécaris à collier, réintroduits ces dernières années, repeuplent rapidement les sous-bois. Les nandous, les plus grands oiseaux d'Amérique, arpentent la pampa en quête d'insectes et de graines.
La présence de ces animaux signe aussi le retour d'un grand nombre d'espèces d'oiseaux et d'insectes. Au fil du temps, la biodiversité reprend ses droits. Seuls les jaguars manquent encore à l'appel, mais cela ne devrait plus tarder. 3 mois se sont écoulés. Au centre de San Alonso, grâce à la caméra qui filme en permanence la tanière de Tania, Maite Rios a assisté à un moment incroyable. J'arrive exactement à ce moment-là. Je m'approche et je vois quelque chose de noir. Je suis très surprise. J'ai d'abord cru que c'était un rat. Je ne pouvais pas le croire. Alors je suis restée un bon moment à l'observer pour voir ce que ça pouvait être. Et c'était très émouvant. Maite a eu beaucoup de mal à réaliser qu'il s'agissait d'un bébé jaguar. Cette naissance est un immense événement. Ces images sont très importantes pour nous. Ce premier petit jaguar. Malgré ces premières images où on ne le voit pas très bien, nous avons eu la chance d'en avoir des meilleures par la suite. Cela m'a rappelé tout le travail, toutes ces personnes mobilisées, tous les efforts déployés pour ce projet complètement fou dès le départ. Et voilà, nous avions franchi la première étape. Et voilà les premières images. Une autre surprise attendait Maite. Et à ce moment-là, naît le deuxième petit. Il y avait beaucoup de bonheur et une joie partagée avec tous les membres de l'équipe qui étaient là. C'était historique. Au niveau scientifique, c'était aussi très intéressant d'assister non seulement à la naissance, mais aussi aux premiers soins que porte la femelle. En même temps, la magie, c'est que cette femelle en captivité a mis au monde des bébés sauvages. Des petits nés avec un instinct naturel. Si nous les gérons bien, ils pourront être mis en liberté. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de tentative de réintroduction dans la nature de jaguars nés en captivité. Pour réussir ce défi, les scientifiques d'Ibera ont établi un protocole très rigoureux. Ces 2 petits, nés après 100 jours de gestation, vont grandir à l'écart des hommes dans ce vaste enclos. Dans quelques mois, des capybaras ou des pécaris y seront régulièrement relâchés afin que les jeunes félins s'entraînent à la chasse. Au centre des tamanoirs de San Cayetano, c'est un grand jour pour Osvaldo. Il est en pleine forme et Alicia Delgado estime qu'il est temps de lui rendre la liberté. Le trajet va être long. 6 heures de route et de piste pour rejoindre la vie sauvage. Nous sommes à San Nicolás, un secteur de l'intérieur du parc national Ibera, et c'est très important parce qu'Osvaldo est le premier tamanoir libéré dans ce secteur. Ça veut dire qu'il sera l'un des fondateurs d'une nouvelle population de fourmiliers géants dans ce milieu. Tu t'occupes de lui depuis qu'il est tout petit?
Oui, il était comme ça. Celui-ci, lorsque je l'ai recueilli, il pesait 1,9 kg et maintenant il pèse 42 kg. Mon pauvre petit. Il a envie d'être libéré. Pour moi, il restera toujours le petit bébé que j'ai recueilli. C'est pour cela que c'est un moment très spécial d'en être arrivé là et de savoir qu'il va être libéré. C'est très émouvant pour nous tous de voir qu'il a surmonté toutes les épreuves pour être un animal libre maintenant. Osvaldo restera dans cet enclos une dizaine de jours, le temps de s'habituer à ce nouvel environnement. Passe-la moi. Pose-la dessus. Nous posons des termitières afin qu'il trouve de quoi se nourrir en sortant. C'est bon. Allez, debout. Allez. Vas-y, mon gros, debout. En vérité, c'est un moment très émouvant. Même si nous avons déjà relâché beaucoup d'animaux, je ne peux pas m'empêcher d'être émue à chaque fois. Voir qu'il se porte bien, qu'il est sorti de son enclos, qu'il explore déjà les lieux et recherche des fourmis, pour moi, c'est l'aboutissement d'un cycle parfait dans mon travail. Dans quelques mois, d'autres fourmiliers géants rejoindront Osvaldo pour repeupler la région de San Nicolás. Deux générations de tamanoirs ont déjà vu le jour à Iberá. Leur nombre est passé de 60 à plus de 150 individus en moins de 15 ans. À ce rythme, la population globale sera autosuffisante dans une dizaine d'années. Si les naissances sont nombreuses, pour les biologistes, chacune d'elles est précieuse. Plusieurs fois par semaine, Rafael Abouin et Camilla Maquerana Valeros vont vérifier l'état de santé des nouveau-nés. Viens, on va lui barrer la route. On voit bien le bébé. Tranquille. Dès la naissance, les petits grimpent automatiquement sur le dos de leur mère, en principe à l'arrière de son corps, collé à la queue. Cela forme comme une ligne continue qui se confond avec celle de leur mère. Ils passent ainsi inaperçus des prédateurs. Ils resteront 6 ou 7 mois avec leur mère. Dans cet environnement, il manquait le prédateur de fourmis et de termites. Depuis que nous avons réintroduit ces tamanoirs, nous avons constaté qu'ils s'y plaisaient. Car ici, chaque monticule d'herbe abrite une grande quantité de fourmis. Il y a donc de la nourriture à revendre. Cette créature improbable, pouvant mesurer 2 mètres de long, appartient curieusement à la même famille que les paresseux. Le fourmilier géant déambule nonchalamment d'une termitière à l'autre.
sa langue, longue de 60 cm, secrète une salive collante qui lui permet d'avaler jusqu'à 30 000 fourmis et termites par jour. Il peut la sortir jusqu'à 150 fois par minute et limite ainsi la propagation des termitières et des fourmilières. De l'autre côté de la réserve, à Cambireta, les haras relâchés sont eux aussi placés sous haute surveillance. Marianella s'occupe également du suivi des haras chloroptères réintroduits dans la nature. Ils sont actuellement une dizaine à avoir réussi le programme de réhabilitation et gagné la liberté. Ce matin, elle part à la recherche de l'un des premiers couples relâchés dans un secteur d'îlots forestiers. Les scientifiques comptent sur eux pour repeupler la région. Ces oiseaux frugivores jouent un rôle important dans cet écosystème. Durant leur pérégrination, ils dispersent des graines et favorisent le développement de nouvelles forêts. Voilà Gnocchi et Sopa, un couple d'haras chloroptères. Gnocchi est le mâle, Sopa la femelle. Ils sont arrivés au centre il y a environ 3 ans, mais cela ne fait qu'1 an et demi qu'ils sont en couple et vivent en liberté. Sopa vient du zoo de la province de Cordoba et Gnocchi vient d'un centre de réhabilitation de la province de Corrientes. Ils sont en train de se nourrir d'un fruit appelé paradis. Ce couple sait s'alimenter tout seul en liberté. Il est devenu autonome et consomme un grand nombre de fruits locaux. Gnocchi et Sopa forment un couple très uni, qui ne devrait plus tarder à nidifier. Afin d'encourager leur reproduction, les scientifiques ont mis 5 nichoirs à leur disposition. Pour nicher, cette espèce utilise les trous des arbres. Lorsqu'ils en trouvent un, ils l'agrandissent avec leur bec jusqu'à obtenir une cavité pouvant héberger la femelle et ses œufs. Mais dans cette zone, il y a très peu de trous dans les arbres. Donc nous plaçons des nichoirs artificiels afin qu'ils les trouvent facilement et puissent faire leur nid. La jeune femme doit se hisser à 25 mètres de haut pour vérifier leur contenu. Je viens de trouver 3 œufs de Tito alba, une chouette effraie. C'est l'une des espèces habituelles qui squattent les nichoirs installés pour les haras. Comme cette chouette est une espèce protégée, je ne vais pas toucher au nid. En attendant des naissances, les biologistes peuvent compter sur l'arrivée de 15 nouveaux haras venus de Londres. Ces 8 femelles et ces 7 mâles permettront de reconstituer une population viable dans les années à venir. Pendant ce temps, dans une volière spécialement aménagée pour eux, de drôles d'oiseaux attendent avec impatience l'arrivée de leurs soigneurs et de leur petit déjeuner.
les Cariama huppés ont oublié d'être discrets. C'est probablement pour cette raison que les chasseurs ont pu les exterminer dans la région. Tous les matins, nous venons nourrir les Cariama huppés avec de la viande hachée, du foie, des œufs. Et puis nous leur donnons aussi un complément de légumes bouillis et de fruits. Des raisins, par exemple. Cette espèce a disparu d'Iberá depuis un certain temps. Je pense qu'il est important que toute espèce éradiquée d'un écosystème retrouve son territoire. Cet oiseau se nourrit surtout d'insectes, de petits rongeurs, de reptiles, d'amphibiens. Son rôle principal est donc de réduire les populations de petits animaux. Ils adorent l'œuf dur. Ils n'en mangent pas tous les jours, juste quelques fois par semaine. De nos jours, l'espèce n'existe plus dans le parc d'Iberá. Ce sont les premiers arrivants depuis le début du programme de réintroduction. Ces animaux viennent du centre de réhabilitation Aguara. Avant, ils vivaient dans le zoo de Corrientes. Ils s'adaptent assez vite. Nous allons les garder ici encore environ 2 semaines. Ensuite, nous les libérerons et ils seront suivis grâce à un émetteur. Équiper certains animaux d'émetteurs permettra, après les avoir libérés, de connaître leur déplacement, de savoir s'ils restent dans le secteur ou s'ils ont décidé de s'éloigner. En ce moment, nous avons 4 mâles et 1 femelle dans la volière. C'est la première fois qu'une tentative de réintroduction de cette espèce a lieu à Iberá. C'est un vrai défi pour nous, mais espérons que ça va bien se passer. Du haut de leurs 90 cm, ces bruyants oiseaux ne vont plus tarder à parcourir les plaines et lagunes des Esteros de l'Iberá. Bientôt, d'autres Cariama huppés vont les rejoindre pour repeupler ces vastes espaces protégés. Non loin de là, dans un enclos dédié à la reproduction des jaguars, le spécialiste des anesthésies va encore sévir. Cette fois, le patient de Georges est Chiki, le père des 2 petits jaguars. Aujourd'hui, l'anesthésie de Chiki va nous permettre de faire des prélèvements pour son certificat de sortie. Chiki devrait partir la semaine prochaine pour retourner d'où il vient, au Paraguay. Avant son transport, nous devons effectuer des examens qui certifient que son état de santé est conforme aux normes sanitaires en vigueur pour passer de l'Argentine au Paraguay.
Dès le début, les analyses de sperme se sont révélées très bonnes. Il s'est rapidement accouplé avec la femelle et ils ont eu ces 2 petits. Maintenant, il peut partir parce qu'il a accompli sa mission et nous ne voulons pas que les animaux qui se sont reproduits aient beaucoup de petits afin d'avoir une bonne diversité génétique à Iberá. Dans l'enclos des petits jaguars, Tania, leur mère, a été elle aussi anesthésiée pour permettre aux vétérinaires d'examiner les nouveau-nés. L'équipe a revêtu une tenue de protection afin d'éviter toute transmission de virus ou de bactéries. C'est la première fois qu'ils voient des humains. Et ce sera probablement la dernière. Maïté va prélever leur ADN et les vacciner, mais elle aimerait avant tout connaître leur sexe. L'examen révèle qu'il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Dans 15 mois, ces 2 petits, prénommés Arami et Mbarete, seront séparés de leur mère et transférés dans un enclos de 30 hectares. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, après avoir perfectionné leur technique de chasse, ils seront libérés sur cette terre qu'aucun jaguar n'a foulée depuis plus de 50 ans. Sans le retour de ces prédateurs, les estéros d'Elibera ne parviendront pas à s'autoréguler. Durant les prochaines années, le centre de San Alonso va continuer le programme de reproduction et accueillir de nouveaux jaguars. Afin d'étoffer les populations d'aras, de fourmiliers géants ou de tapirs et les rendre pérennes, les opérations de repeuplement vont se poursuivre sans relâche durant plusieurs années. Je dirais qu'au cours de ces 27 dernières années, ce projet est celui dont nous sommes les plus fiers. Mon rêve pour toute cette vie sauvage, et particulièrement les haras, les jaguars, les tamanoirs, les tapirs, les pécaris, est qu'ils évoluent librement dans des zones protégées à jamais. Qu'il y ait des limites aux activités humaines, afin que toute la vie sur Terre soit chérie, honorée et respectée. C'est toute mon histoire. Jour après jour, Iberá redevient Iberá. Grâce aux efforts de femmes et d'hommes engagés, la réserve est aujourd'hui classée Parc national d'Argentine.